Suivez du début à la fin. Cette histoire vous fera pleurer. Et abonnez-vous dans notre chaîne Francis Ekambo officiel pour ne plus rien rater. Dans un petit village entouré de grands arbres, vivaient deux frères nommés Olufmi et Eze. Ils étaient très proches et partageaient les mêmes rêves depuis l'enfance. Tout ce qu'ils voulaient, c'était une vie confortable, loin des difficultés et des privations qu'ils connaissaient bien. La pauvreté les entourait toujours, que ce soit dans les vêtements usés, la nourriture comptée ou les nuits froides, où leur seul réconfort était la chaleur l'un de l'autre. Devenus adultes, ce désir de changer de vie grandit avec l'envie de fuir les épreuves qu'ils affrontaient. Une nuit, alors qu'ils discutaient sous le ciel étoilé, cherchant une solution pour améliorer leur vie, ils entendirent parler d'un herboriste, un homme qui vivait au milieu de la forêt et avait la réputation de réaliser des rituels puissants et mystérieux. On disait que cet homme avait le pouvoir de transformer les destins et d'exaucer les vœux, mais personne ne connaissait vraiment le prix de ses services. Les yeux d'Olufmi brillèrent. « Cet homme pourrait être notre chance », dit-il plein d'espoir. Eze, le plus prudent des deux, eut peur. « Et si c'est dangereux ?» demanda-t-il, mais il savait au fond de lui que sans risque, rien ne changerait. Le lendemain, dès l'aube, Olufmi et Eze prirent leur courage à deux mains et partirent dans la forêt, déterminés à trouver le vieil homme. Le chemin était long et difficile. Chaque pas faisait battre le cœur des frères plus vite, mais leur désir de richesse leur faisait ignorer la peur qui les accompagnait. Finalement, après des heures de marche, ils arrivèrent à une cabane isolée, cachée entre les arbres. La cabane était couverte de mousse et avait un air sombre, comme si elle gardait de nombreux secrets. À l'intérieur, la fumée d'herbes brûlées emplissait l'air et obscurcissait la vue. Lorsqu'Olufmi et Eze entrèrent, le vieil homme les observa attentivement, avec des yeux qui semblaient voir bien au-delà des apparences. « Vous êtes venus chercher des richesses ?» demanda-t-il. Les frères confirmèrent, anxieux et nerveux. « Je peux vous aider, mais il y a un prix. » L'homme prit quelques fioles en verre et commença à mélanger des herbes tout en parlant. « Pour atteindre ce que vous désirez, il vous faudra passer par un rituel, qui n'est pas pour les faibles. » Les frères échangèrent des regards, le cœur battant, sans savoir ce qui les attendait. « Vous devrez passer une nuit avec un cadavre frais, » dit le vieil homme, laissant le poids de ses paroles envahir l'atmosphère. L'idée effraya autant Eze qu'Olufmi, et un silence inconfortable s'installa. Pourtant, leur désir de changement et la promesse de richesse furent plus forts que la peur. Ils se regardèrent, et sans réfléchir, Olufmi acquiesça de la tête, tandis que son frère, encore hésitant, fit un léger signe d'approbation. L'herboriste esquissa un sourire sombre, comme s'il connaissait déjà leur réponse. Il se retourna et prit une fiole contenant un liquide sombre, presque noir, avec une odeur âcre et forte. « Appliquez cela sur le corps avant de vous coucher avec », expliqua-t-il en leur tendant la fiole. « Ainsi, l'esprit de la richesse sera attiré et vous accordera ce que vous souhaitez. » Les jeunes hommes repartirent vers chez eux, et la nuit arriva. Remplis de confiance, Olufmi et Eze décidèrent de suivre les instructions de l'herboriste et se rendirent à l'hôpital où les corps étaient conservés. Mais ils ne pouvaient pas entrer comme des gens ordinaires. Alors, ils se déguisèrent, enfilant des blouses blanches et des masques pour ressembler au personnel de l'établissement. Le cœur de chacun battait fort. En passant par la réception, ils gardèrent le visage impassible et avancèrent d'un pas rapide pour ne pas éveiller les soupçons. Quand ils arrivèrent enfin à la morgue, ils ouvrirent la porte avec précaution, et leurs yeux se posèrent sur une jeune femme recouverte d'un drap blanc. Elle semblait si sereine, presque comme si elle dormait. Sa beauté attira l'attention des frères, qui échangèrent un regard mêlant nervosité et fascination. « C'est elle », murmura Olufmi, presque comme en transe. Eze, avec un regard également hypnotisé, acquiesça d'un signe de tête. Cette jeune femme semblait être la personne idéale pour le rituel. Les deux s'approchèrent lentement, observant son visage avec attention, presque comme s'ils s'attendaient à ce qu'elle se réveille à tout moment. Olufmi tendit la main et toucha doucement sa peau froide, ressentant le frisson que ce contact lui apporta. « C'est bien elle », répéta-t-il plus pour lui-même que pour Eze, tandis que son frère observait en silence. Après quelques secondes, ils échangèrent un regard, et presque comme un jeu, décidèrent de tirer au sort pour savoir qui serait le premier à accomplir le sombre rituel.
Le résultat les fit rire nerveusement. Ce n'était pas vraiment le moment de rire, mais la nervosité les faisait agir d'une manière étrange, comme si le danger leur procurait une excitation qu'ils ne pouvaient contrôler. Alors, celui qui gagnerait devrait s'allonger avec le cadavre, ce qui les mènerait à la richesse tant rêvée. Mais, alors qu'ils souriaient encore et se préparaient pour l'étape suivante, un détail qu'ils avaient jusque-là ignoré commença à se faire plus évident. Le corps de la femme semblait plus pâle qu'avant, et un froid intense envahissait la pièce. Ils se turent, sentant qu'il se passait quelque chose d'étrange. Olufmi et Eze, qui étaient auparavant pleins de confiance, commencèrent à regarder autour d'eux, comme s'ils s'attendaient à ce que quelqu'un ou quelque chose puisse apparaître à tout moment. Le sourire disparut de leur visage, et la peur commença à remplacer le courage. Olufmi et Eze, avec la potion mystérieuse de l'herboriste en main, étaient enfin prêts à réaliser le rituel. Ils ouvrirent le flacon avec précaution, et une odeur forte, presque esséurante, s'échappa du liquide sombre. Les mains légèrement tremblantes, ils commencèrent à asperger le liquide sur le corps de la jeune femme décédée. Son visage restait serein, presque comme si elle dormait, ce qui provoquait chez les frères un mélange de fascination et de crainte. Alors que le liquide coulait sur son corps, Olufmi et Eze attendaient qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Peut-être une sensation de chaleur, une lumière mystérieuse, n'importe quel signe indiquant que le sort fonctionnait. Mais tout autour restait calme et silencieux. Olufmi, décidé à en finir, prit une profonde inspiration et commença à déshabiller la femme. Il s'approcha encore plus du corps avec précaution, tendant la main pour toucher sa peau froide, tandis que son frère l'observait à quelques pas de distance. Alors qu'Olufmi était sur le point de commettre l'acte, quelque chose d'incroyable se produisit. Avant de continuer cette histoire incroyable, vérifiez que vous êtes abonné à la chaîne et que vous avez laissé un like sur la vidéo. L'histoire d'aujourd'hui est captivante, et il y a encore beaucoup de choses à venir. Commentez ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. C'est très important, d'accord ? Au moment où il toucha le bras de la jeune femme, il sentit un léger tremblement, presque comme si le corps s'était déplacé. Il s'arrêta, figé, sans croire à ce qui se passait. Il regarda Eze, qui le fixait avec les yeux écarquillés. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le corps de la jeune femme commença à montrer des signes de vie. D'abord, les doigts bougèrent légèrement. Puis ses yeux commencèrent à cligner, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Olufmi recula, sentant la panique monter en lui. Ce n'était pas possible. Elle était morte. Mais, contre toute attente, la jeune femme semblait revenir à la vie. Peu à peu, elle ouvrit les yeux et le regard qu'elle posa sur Olufmi fut le plus terrifiant qu'il ait jamais vu. Il y avait une fureur intense dans ses yeux, un mélange de colère et de confusion, comme si elle savait ce qu'ils avaient tenté de faire. Olufmi et Eze restèrent paralysés, le cœur battant plus vite que jamais, ne sachant pas s'ils devaient fuir ou essayer de s'expliquer. Mais avant qu'ils puissent prendre une décision, la jeune femme se leva brusquement et les regarda directement, avec une voix ferme et furieuse. « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?» Olufmi tenta de répondre, mais les mots semblaient ne pas sortir. Eze, également terrifié, recula de quelques pas, incapable de détourner son regard d'elle. La jeune femme continuait de les fixer, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme si elle tentait de maîtriser sa propre colère. Elle regarda autour d'elle, essayant de comprendre où elle se trouvait et ce qui s'était passé, mais tout semblait confus. Son expression était un mélange d'incrédulité et de colère, comme si elle n'y pouvait pas croire qu'elle était vivante, de vêtue, en présence de CS du inconnu. Finalement, Olufmi réussit à retrouver sa voix, bien que tremblante, nous voulions juste. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, elle leva la main, comme pour signifier qu'elle ne voulait rien entendre de plus. L'intensité dans son regard fit reculer Olufmi et Eze encore plus. Avec la vision encore un peu floue et le corps légèrement raide, elle les fixa intensément. « Savez-vous qui je suis ?» Encore paralysés par la peur et incrédules, les deux frères secouèrent la tête, incapables de prononcer un mot. La femme esquissa un léger sourire menaçant. «
Je suis la reine Sad, dit-elle avec satisfaction, et ces mots tombèrent comme une bombe aux oreilles des frères. Reine? Le mot résonnait dans leur esprit, augmentant la peur qu'ils ressentaient déjà. Ils savaient que s'en prendre à la royauté était dangereux, surtout dans une situation pareille. Incapables de contenir leur nervosité, Aise et Olufmi se mirent à genoux devant elle, implorant son pardon. Les mots sortaient rapidement, entrecoupés de peur et de regret. « S'il vous plaît, Majesté, pardonnez-nous. Nous ne savions pas qui vous étiez. Nous ne voulions faire de mal à personne. » Aise ajouta, la voix tremblante. « Nous vivons dans un village très pauvre, où personne ne nous respecte. Nous voulions seulement une chance de devenir quelqu'un. De ne plus être humiliés. » La reine Sad les observait attentivement, puis respira profondément et détourna un instant le regard, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Son visage n'exprimait pas exactement de la colère, mais quelque chose de plus énigmatique, comme si elle cherchait une juste punition. Les frères attendaient anxieusement, le cœur battant, craignant que ce silence ne soit le prélude à quelque chose de terrible. À chaque seconde qui passait, leur anxiété augmentait. Finalement, Sad les regarda de nouveau avec une expression sérieuse et imposante. « Je peux vous pardonner, » dit-elle d'une voix ferme qui ne laissait aucune place au doute. Les frères laissèrent échapper un léger soupir de soulagement, mais ils réalisèrent vite qu'elle n'avait pas encore terminé. Mais, à une condition. Ils ressentirent immédiatement que leur moment de répit avait été aussi court qu'il avait commencé. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'écouter ce qu'elle avait à dire. Olufmi et Aise échangèrent un regard, essayant de deviner ce qui allait suivre, mais se tournèrent de nouveau vers la reine, attendant. « Vous désirez la richesse, n'est-ce pas ?» demanda Sad, et les frères acquiescèrent sans oser prononcer un mot. « Si c'est ce que vous voulez, je peux faire en sorte que votre souhait devienne réalité, » dit-elle. « Mais en échange, vous devrez me servir. » Le cœur d'Olufmi et d'Aise battait encore plus vite. Servir une reine revenue d'entre les morts? C'était effrayant, mais en même temps, leur désespoir pour une vie meilleure les poussait à considérer la proposition. « Vous devrez m'aider à régler une affaire laissée inachevée, » expliqua la reine Sad, laissant entendre que sa demande ne serait pas simple. Elle expliqua qu'avant sa mort, elle avait été trahie par des personnes de confiance et qu'elle avait besoin que les frères l'aident à se venger de ceux qui l'avaient trahi. Aise et Olufmi écoutaient en silence, comprenant que la tâche serait risquée. Mais au final, que pouvaient-ils faire d'autre? C'était accepter la condition ou affronter la colère d'une reine revenue des morts. Malgré la peur, ils acceptèrent la proposition. Toujours avec une voix ferme et impatiente, la reine Sad les regarda et dit « D'abord, sortez-moi d'ici. » Encore nerveux, ils aidèrent rapidement la reine à se lever. Ils sortirent discrètement par l'arrière de la morgue, prenant soin de ne pas faire de bruit, et marchèrent dans la nuit silencieuse jusqu'à leur petite cabane où vivaient les frères. C'était un endroit modeste, avec seulement quelques meubles simples et peu de lumière. Mais à ce moment-là, ce serait le seul refuge sûr pour la reine. Lorsqu'ils arrivèrent, Sad s'assit, essayant encore de comprendre tout ce qui s'était passé et de s'adapter au monde qui l'entourait. Olufmi et Aise préparèrent quelque chose de chaud pour elle, voulant lui plaire et peut-être alléger un peu la tension. Alors qu'elle se reposait, Sad commença à se rappeler des fragments de ce qui semblait être un mauvais rêve. « Je pense que j'ai été empoisonnée, » dit-elle avec un regard distant, presque perdu, comme si elle tentait de faire revenir ce souvenir dans son esprit. Les frères, assis en face d'elle, se regardèrent, ressentant la gravité de ce qu'elle disait. Aise déglutit, essayant de ne pas montrer son nervosisme, tandis qu'Olufmi écoutait simplement, chaque mot de la reine résonnant plus sérieusement que le précédent. « Je me souviens qu'avant de perdre connaissance, j'étais au palais et quelque chose n'allait pas. Il y avait une sensation étrange, comme si quelque chose de sombre était sur le point d'arriver. » Continua Sad.
portant ses mains à sa tête comme si elle ressentait une douleur en tentant de se souvenir. Je sais seulement que j'ai été trahie. Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de regarder directement les frères. Mon mari, le roi Adékal. Il a orchestré tout cela. Il voulait me voir disparaître pour pouvoir garder le trône. Olufmi et Ez furent stupéfaits par ce qu'ils entendaient. Une trahison au sein même de la famille royale? Et, en plus, venant de son mari? Tout cela ressemblait à une histoire d'horreur, mais la reine parlait avec une certitude qui fit croire les deux à chaque mot. Elle expliqua que, de son vivant, elle avait des proches qui étaient probablement maintenant impliqués dans cette conspiration. J'ai besoin d'aide pour démasquer ceux qui m'ont trahi et pour que la vérité soit révélée, dit-elle en s'adressant à Olufmi et Ez. Si vous faites cela pour moi, je vous pardonnerai d'avoir tenté de profiter de mon corps. Olufmi et Ez, soulagés par cette chance de rédemption, promirent de l'aider sans hésiter. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais c'était l'occasion de changer de vie, et en même temps, de corriger l'erreur qu'ils avaient commise. Le lendemain matin, ils partirent tôt, avec la reine déguisée sous une cape noire, couvrant son visage et gardant le silence pendant qu'ils traversaient le chemin vers le village voisin. Les frères Olufmi et Ez, accompagnés de la reine Sad, arrivèrent enfin au village du Gonzu. Malgré leur nervosité, personne ne sembla reconnaître Sad. Son mari, le roi Adékal, continuait de gouverner comme si rien ne s'était passé, comme si la reine n'avait jamais disparu. Mais Sad avait un plan qui exigeait courage et patience. Elle expliqua aux frères que, pour dévoiler la trahison, ils devraient s'infiltrer au palais et gagner la confiance des traîtres. Il y avait des conseillers et des gardes qui la servaient autrefois, mais qui étaient désormais loyaux envers Adékal, des personnes en qui ils ne pouvaient pas avoir confiance. Vous allez prétendre être des nobles d'une terre lointaine, dit-elle. Olufmi et Ez acquiescèrent, comprenant la gravité de ce qu'ils allaient faire. Le temps était compté, et chaque faux pas pourrait signifier la fin de leur plan et même de leur vie. Alors qu'ils marchaient dans le village, essayant de paraître détendus, ils remarquèrent quelque chose qui fit battre leur cœur plus vite. Ils étaient suivis. De temps en temps, Olufmi jetait un coup d'œil par-dessus son épaule et apercevait le regard de quelques gardes fixés sur eux. La reine, percevant l'inquiétude des frères, leur conseilla de se fondre dans la foule, agissant comme des voyageurs ordinaires. Ne les regardez pas directement, continuez à marcher et à parler normalement, murmura-t-elle. Il était difficile de cacher leur nervosité, mais Olufmi et Ez tentèrent d'agir aussi naturellement que possible, s'arrêtant à quelques étals, feignant d'observer les marchandises, et même en discutant avec quelques marchands, comme le ferait tout visiteur. À chaque coin de rue, la tension augmentait. Les gardes continuaient à les suivre de loin, observant chaque mouvement. Ez, le plus prudent des deux, commença à soupçonner une éventuelle trahison. Est-ce que quelqu'un aurait averti le roi de notre présence? Murmura-t-il, les yeux alertes, scrutant les environs. Mais Sad, toujours ferme, l'interrompit d'une voix calme. Nous devons rester concentrés. Bientôt, nous pourrons les semer. Faites-moi confiance. Peu à peu, ils commencèrent à se détendre et à s'habituer à la pression, suivant les instructions de Sad. Ils s'enfoncèrent dans des ruelles, se mêlant à la foule, jusqu'à ce qu'ils réalisent enfin que les gardes avaient perdu leurs traces. Pour un instant, ils se permirent de respirer un peu. Je pense que nous les avons semés, dit Olufmi avec un sourire nerveux en regardant Ez. Mais la reine Sad, toujours prudente, leur rappela que le véritable défi était encore à venir. La prochaine étape serait encore plus risquée. Ils devraient s'infiltrer dans le palais, affronter les traîtres et faire tout ce qui était nécessaire pour prouver la vérité. Le plan était établi, et le jour suivant, Olufmi et Ez parvinrent enfin à obtenir l'audience tant attendue avec l'un des conseillers de confiance du roi Adékal. Déguisés en nobles d'une terre lointaine,
Ils se présentèrent avec une posture confiante, parlant avec un ton sérieux et poli, exactement comme le ferait un noble. Ils proposèrent des alliances avantageuses pour le royaume du Gonzu, disant qu'ils pourraient aider avec des richesses et même des guerriers, si le roi les accueillait favorablement. Le conseiller semblait intéressé et les observait attentivement, sans se douter de qui ils étaient vraiment. Saad, caché sous un manteau pour ne pas être reconnu, observait chaque détail avec attention. Elle resta silencieuse pendant la majeure partie de la conversation, mais à un moment donné, quelque chose attira son attention. Le conseiller portait une bague, et ce n'était pas n'importe quelle bague. C'était celle qu'il portait le jour de sa mort. La vue de cette bague fit bouillir le sang de la reine de rage, mais elle savait qu'elle devait se contrôler. Elle regarda Olufmi et Eze, comme si elle voulait leur transmettre un signal de continuer la conversation pendant qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. À un moment d'inattention, le conseiller mentionna un nom important, quelque chose qui changea complètement les plans de Saad. Il parla d'un allié proche du roi, quelqu'un qui était présent la nuit où Saad est morte. Ce nom raviva un souvenir douloureux et lui fit comprendre que cet allié faisait également partie de la conspiration. Saad comprit qu'elle se trouvait face à une opportunité en or. Si elle pouvait obtenir plus de preuves, elle pourrait surprendre Adéquinle et les traîtres en même temps, révélant la vérité sur ce qui s'était réellement passé et reprenant le trône qui lui avait été retiré. Olufmi et Eze se regardèrent, sentant la responsabilité qui pesait désormais sur eux. Ils devaient maintenant décider, affronter directement le roi en révélant tout ce qu'ils savaient, ou préparer une embuscade soigneuse, en utilisant le temps à leur avantage pour s'assurer qu'aucun des traîtres ne s'échappe. Les frères étaient partagés entre agir immédiatement ou planifier avec soin. En enquêtant au palais à la recherche d'alliés, Olufmi et Eze rencontrèrent un ancien garde royal, nommé Chidi. Cet homme avait autrefois servi fidèlement la reine Saad, la protégeant avec toute sa loyauté, mais depuis que le roi Adéquinle avait pris le pouvoir, Chidi avait été écarté et sa vie détruite. Le roi, dans un acte cruel et impitoyable, avait accusé Chidi de trahison, et en guise de punition, avait ordonné de torturer et de tuer sa fille unique, une jeune femme nommée Lia. C'était le souvenir le plus douloureux et le plus difficile à oublier. Chidi avait tout perdu à cause d'un mensonge et de l'ambition du roi. Lorsqu'il la vit, il ne pouvait presque pas y croire. Il fixa la reine, même sous son déguisement, et peu à peu, ses yeux se remplirent de larmes. « Ma reine, vous êtes vivante. » Saad sourit, ému de revoir son ancien ami, qui avait tant souffert par sa faute. Sans hésiter, Chidi s'approcha et la serra dans ses bras avec force. Lorsque Chidi se calma enfin, la reine commença à lui expliquer le plan. Elle lui révéla la trahison du roi, l'injustice qu'elle avait subie et comment elle comptait récupérer le trône. Chidi, qui avait déjà tout perdu, écouta attentivement, sachant que c'était sa chance de démasquer Adéquinle et de corriger l'erreur qui lui avait coûté Lia. Chidi révéla également des informations précieuses aux frères et à la reine. Il connaissait les mouvements des conseillers traîtres, les passages secrets du palais et même des gardes qui pourraient être prêts à l'aider. Ces hommes ne sont pas dignes de confiance, mais certains vous sont encore loyaux, ma reine, dit-il avec une expression sérieuse. Ensemble, les quatre tracèrent les prochaines étapes, chacun ayant une tâche importante, et ils se promirent que, aussi difficile que cela soit, ils seraient prêts à affronter Adéquinle et à récupérer ce qui appartenait à Saad de droit. Dans la grande salle royale, l'atmosphère était remplie de voix, et les gens curieux attendaient l'audience publique, où le roi Adéquinle apparaîtrait pour entendre les doléances du peuple et renforcer son autorité. La foule, composée de citoyens, de gardes et de conseillers, était pleine d'attente. Chacun avait ses fonctions bien définies et était nerveux, mais concentré sur chaque détail. La reine savait que ce serait le moment parfait pour révéler la vérité et exposer le roi devant tous. Avec le soutien de Chidi et les preuves qu'ils avaient rassemblées, ils étaient prêts à démasquer Adéquinle et à exiger justice. Lorsque le roi entra dans la salle, le bruit cessa et tous s'inclinèrent respectueusement. Il marchait avec assurance,
totalement inconscient de ce qui était sur le point de se produire. À ses côtés se trouvait le conseiller traître qui l'avait aidé à planifier la mort de la reine Sad. Les frères et Chidi observaient depuis leur place, attendant le signal de Sad, qui était déguisé parmi la foule, mais dont les yeux restaient fixés sur le roi et le conseiller. Au moment exact, elle fit un geste subtil en direction d'Olufmi et d'Aise, indiquant qu'il était temps d'agir. D'un pas assuré, les frères commencèrent à se rapprocher du centre de la salle, attirant l'attention de quelques gardes mais poursuivant malgré tout. Pendant ce temps, la reine commença également à avancer, retirant son manteau lentement pour que tous puissent la voir. Lorsque le conseiller réalisa qui elle était, ses yeux s'écarquillèrent et il tenta rapidement d'alerter le roi. Mais Sad fut plus rapide. D'une voix ferme et puissante, qui résonna dans toute la salle, elle s'adressa au peuple. « Peuple d'Ugonzu, je suis de retour pour reprendre ce qui m'a été volé. » Ces paroles se firent entendre aux quatre coins de la luxueuse salle, et en un instant, le lieu fut rempli d'expressions de stupeur. Les gens ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. C'était la reine Sad, que tous pensaient morte. Comment pouvait-elle être vivante et se tenir devant eux? Adékal, d'abord surpris, tenta de garder son calme, mais son visage trahissait une panique grandissante. Avec Sad ici, son secret était sur le point d'être révélé. La reine exposa alors au peuple ce qui s'était réellement passé. La trahison d'Adékal, les conseillers corrompus et l'injustice qu'elle avait subie. Avec le soutien de Chidi et des frères, elle présenta les preuves qu'ils avaient recueillies, montrant qu'Adékal ne méritait pas le trône. La foule commença à s'agiter. Certains murmuraient, d'autres criaient leur soutien à la reine. Le conseiller, voyant que la situation était hors de contrôle, tenta de fuir, mais fut rapidement encerclé par les gardes fidèles à Sad, qui se retournaient maintenant contre le roi. La foule en ébullition soutenait Sad en criant justice. Olufmi et Aise, aux côtés de la reine, restaient fermes, observant chaque réaction du roi. Adékal tenta d'ordonner aux gardes de les arrêter pour calomnie, mais lorsqu'il réalisa que leur loyauté avait changé, il resta sans réaction. Son visage se tordit de rage. Il ne pouvait pas croire que la reine, qu'il pensait avoir éliminée, était vivante, dévoilant sa trahison à tous. Les voix du peuple résonnaient si fort qu'il était impossible de les ignorer. Sad, profitant de l'élan, pointa le roi du doigt, « C'est lui. C'est Adékal qui a comploté ma mort, avec ses traîtres qui l'entourent. » dit-elle, en montrant les conseillers complices du roi. Adékal recula, regardant autour de lui en cherchant une issue, mais la foule, furieuse de la vérité révélée, ne le laissa pas s'échapper. Les gens s'approchèrent, formant une barrière autour de lui, empêchant toute tentative de fuite. Les gardes écoutèrent les ordres de Sad. Puis, avec la voix ferme et l'autorité d'une vraie revine, Sad ordonna aux gardes de l'arrêter point. Emmenez-le dans la cellule la plus sombre et la plus froide de ce royaume. Qu'il passe des années à payer pour tout ce qu'il a fait, déclara-t-elle, en regardant Adékal droit dans les yeux. Désespéré, Adékal commença à implorer sa clémence. « S'il vous plaît, ma reine, je suis innocent. Je n'ai rien fait de tout cela. » Il se mit à genoux, suppliant comme jamais auparavant, mais Sad ne l'écouta pas. Avec un regard ferme et sans une trace de compassion, elle répondit « Je t'ai donné ma vie, j'ai eu confiance en toi, et pourtant tu as comploté ma mort. Tu ne mérites pas mon pardon. » Les gardes le saisirent par les bras et l'emmenèrent, tandis qu'il continuait à supplier, sa voix résonnant dans la salle jusqu'à ce que le silence revienne. Une fois Adékal emmené, la foule explosa en applaudissements et en cris de joie. Tous acclamaient la reine Sad, qui reprenait enfin le trône. Elle regarda autour d'elle, remerciant chaque personne qui l'avait soutenue dans ce moment de justice. Puis, se tournant vers Olufmi et Aise, la reine sourit, reconnaissant tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Elle déclara que, pour leur loyauté et leur courage, ils recevraient toute la richesse et l'honneur dont ils avaient toujours rêvé. Olufmi et Aise, émus et reconnaissants,
ressentirent le poids de la victoire et la certitude que leur vie était enfin en train de changer. Saad reprit le trône, et ce fut le début d'une nouvelle ère pour le royaume, marquée par la justice et la prospérité, célébrée par tous ceux qui avaient été témoins de ce jour inoubliable. Cette histoire nous rappelle que la quête de la richesse et du pouvoir peut souvent nous mener sur des chemins obscurs et dangereux. La loyauté, l'intégrité et le courage sont les valeurs qui triomphent toujours à la fin. Olufmi et Ez ont pris des risques, mais c'est leur loyauté envers la reine et leur soif de justice qui leur ont permis de connaître la vraie prospérité. Leurs actions montrent que même dans les moments les plus sombres, la justice finit par l'emporter. Si cette histoire vous a captivé et que vous souhaitez en découvrir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle aventure.